Alors, que se passe-t-il quand le système, la justice, quand tout ça ne fonctionne plus? Aujourd'hui, on va plonger dans des histoires assez extrêmes. Des histoires de gens, des citoyens ordinaires, qui ont décidé à un moment donné de prendre les choses en main, de devenir juges, jurés et parfois même bourreaux. C'est la question centrale, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à franchir cette ligne? On va essayer de comprendre ça à travers 3 histoires bien réelles, très différentes les unes des autres, et toutes assez troublantes. Voilà le programme. On va commencer avec la guerre sainte d'un homme contre l'esclavage. Puis on passera à la vengeance froide, calculée, d'un père. Et enfin, on verra comment une ville entière a pu décider de renverser le pouvoir. À la fin, on se posera la question, étaient-ils des héros ou des monstres? Allez, on commence fort avec notre premier cas, John Brown. Un homme dont la foi, la conviction absolue dans une cause juste, l'a transformé en terroriste pour certains et en martyr pour d'autres. Et son histoire, elle a complètement changé le cours de l'histoire américaine. La radicalisation de John Brown, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tout a commencé quand il était gamin. À 12 ans, il a assisté à une scène d'une violence inouïe. Un jeune esclave battu avec une pelle en fer. Cette image, elle ne l'a jamais quitté. Elle a planté en lui la conviction que l'esclavage, c'était le mal absolu. Des décennies plus tard, face à des lois qui venaient renforcer ce système, sa conviction s'est transformée en certitude. Seule la violence pouvait y mettre un terme. Et le massacre de Potawatomi, où il exécute de sang-froid des pro-esclavagistes, là, on sait qu'il a franchi une ligne. C'était le point de non-retour. Son plan pour Harper's Ferry était complètement fou, d'une audace incroyable. Il s'inspirait de Moïse, de Spartacus. Il était vraiment persuadé qu'il suffisait d'une seule étincelle pour que tous les esclaves se soulèvent. Et cette étincelle, pour lui, c'était l'armurerie fédérale, avec ses 100 000 fusils. C'était ça la clé de sa révolution. Sauf que l'armée d'esclaves qu'il espérait n'est jamais arrivée. Pas du tout. À la place, ce sont les milices locales, puis les marines menées par un certain Robert E. Lee, qui se sont pointés. En moins de 36 heures, son grand rêve s'est effondré dans le sang et le feu. Il s'est retrouvé piégé, blessé et très vite capturé. C'est peut-être pendant son procès que Brown a remporté sa plus grande victoire. Au lieu de demander pitié, il a utilisé le tribunal comme une scène de théâtre. Ce discours, où il se pose en martyr pour la justice, a littéralement électrisé le Nord. Il a transformé sa défaite militaire en une victoire morale immense. Et voilà ses derniers mots écrits. Ils sont d'une lucidité qui fait froid dans le dos. Il avait espéré un temps que le changement se ferait sans trop de violence, mais il est mort en étant convaincu du contraire. Cette phrase, c'est devenu une prophétie glaçante. Moins de 2 ans plus tard, la guerre de sécession éclatait. La prophétie de John Brown s'est réalisée, mais bien au-delà de ses pires cauchemars. 750 000 Américains sont morts. C'est le prix du sang qu'il a fallu payer pour purger les crimes de cette terre. L'étincelle de son raid avait, en fin de compte, mis le feu à toute la nation. Bon, on change complètement d'échelle. On passe de la justice pour toute une nation à la justice pour un seul enfant. On quitte la grande fresque historique pour une tragédie beaucoup plus intime et une vengeance filmée en direct qui a captivé et divisé l'Amérique. Au départ, tout repose sur une confiance absolue. Jeffrey Doucet, 24 ans, c'est le prof de karaté du petit Jody Plocher, qui a 10 ans. La famille Plocher le voyait comme un modèle, un type bien. Il l'invitait à dîner, parfois même il dormait chez eux. Il faisait vraiment partie de la famille. Et puis, en février 1984, sous un faux prétexte, Doucet emmène Jody et disparaît. Pour les parents, c'est le début d'un cauchemar qui va durer 2 semaines. Une chasse à l'homme est lancée dans tout le pays, et la peur du père, Gary Plocher, se transforme en une angoisse insupportable. Quand Jody est enfin retrouvé sain et sauf en Californie, le soulagement est de très courte durée. L'examen médical, l'interrogatoire du gamin, tout ça révèle une vérité absolument monstrueuse. Doucet abusait de Jody depuis plus d'1 an. Pour le père Gary Plocher, la culpabilité d'avoir fait confiance à ce type se transforme en une rage froide, dévorante. Et attention, ce n'est pas un coup de sang, non, c'est une exécution planifiée. Un ami lui file l'info, l'heure d'arrivée du vol. Plolier se déguise, il va à l'aéroport et il attend, patiemment. La scène est surréaliste, elle est filmée par les caméras de télé qui étaient là pour l'arrivée du suspect, tout se passe sous leurs yeux. Voilà sa justification. Simple, directe et terriblement efficace. Ces mots ont eu un écho énorme dans le public. Énormément de gens, surtout des parents, se sont reconnus dans sa douleur, dans sa rage. Pour eux, ce n'était pas un meurtre, c'était un acte de justice d'un père.
Le résultat du procès est juste ahurissant. On a un meurtre prémédité, filmé, et pourtant Ploucher plaide coupable d'homicide involontaire. Le juge, qui subit une pression énorme de l'opinion publique, le voit comme un homme brisé, pas comme une menace. Le verdict, 0. 0 jour de prison. Ok, et si maintenant ce n'était plus un seul homme qui se faisait justice, mais toute une ville? Notre dernier cas nous emmène à San Francisco, en pleine ruée vers l'or, à une époque où les citoyens ont décidé que pour sauver leur ville, eh bien il fallait d'abord en prendre le contrôle. Par la force. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer le chaos. La population explose. Ça attire des chercheurs d'or, bien sûr, mais aussi des criminels du monde entier. La police est minuscule, le gouvernement est corrompu jusqu'à la moelle, complètement dépassé. Les gangs, comme les terribles Sydney Ducks, font la loi par la terreur. Ce mouvement de vigilance a évolué. Il y a eu un premier comité en 1851 qui s'est attaqué directement aux criminels dans la rue. Ils ont pendu, déporté des dizaines de types avant de se dissoudre. Mais le problème était plus profond. 5 ans plus tard, un second comité a compris que le vrai cancer, il n'était pas dans la rue, mais dans les bureaux du pouvoir. C'était la corruption. Et ce second comité, il n'a pas fait dans la dentelle. C'était une véritable prise de pouvoir. Ils ont exécuté des assassins, ils ont pris d'assaut des bâtiments, montré au public des preuves d'élections truquées, forcé les corrompus à démissionner. Même la milice de l'État, commandée par un certain William Tecumseh Sherman, qui deviendra un célèbre général, a dû baisser les bras. La volonté de 8000 citoyens armés était devenue la seule loi de San Francisco. Imaginez la scène. 8000 citoyens en uniforme, armés de fusils et de canons, qui défilent pour célébrer leur victoire avant de se dissoudre. C'était une démonstration de force colossale, et juste après, ils ont créé leur propre parti politique, le People's Party, qui a dirigé la ville pendant plus de 10 ans, ramenant une certaine stabilité. On a donc vu 3 formes de justice citoyenne très, très différentes. Mais qu'est-ce qu'elles nous apprennent, au fond? C'est le moment de mettre tout ça en perspective, pour essayer de voir où se trouve la frontière entre le héros et le méchant. Ce tableau résume parfaitement nos 3 cas. John Brown, c'était l'idéologue, motivé par une cause morale absolue, et ça a complètement divisé le pays. Gary Ploucher, c'était le père, poussé par la vengeance personnelle, et ça a provoqué une empathie presque unanime. Et enfin, le comité de San Francisco, c'était toute une communauté qui agissait pour rétablir l'ordre avec un soutien local massif. 3 motivations, 3 échelles et 3 réactions publiques totalement différentes. Et c'est là-dessus qu'on reste. Ces histoires nous fascinent et nous dérangent, parce qu'elles brouillent toutes les lignes. Est-ce que l'acte d'une personne peut être à la fois un crime et un acte de justice? Est-ce qu'une société peut, légitimement, ignorer ses propres lois pour se sauver elle-même? La réponse, vous vous en doutez, est loin d'être simple.